Ce soir, vous allez entendre des histoires et des témoignages très très poignants, très très importants, avec une certaine profondeur, une charge émotionnelle, une charge spirituelle. Mais le plus important, c'est de comprendre que certaines choses existent et que l'information, la connaissance est quelque chose de très très important. Donc, nous allons nous voir tout de suite et maintenant un ensemble de choses sur tout ce qui crée de la toxicité dans les familles, surtout quelle est la posture qu'on doit avoir. Tout de suite. J'ai subi un traumatisme des deux côtés, c'est-à-dire papa et maman. Et ça a fait vraiment un gribouillage mental. De façon générale, j'ai presque pas grandi à côté de ma mère parce que quand nous étions dans une même maison, il y avait toujours les tensions. Tellement le papa, par exemple, passait beaucoup de temps à nous traumatiser avec sa voix, avec sa présence. On était comme des captifs dans la maison. L'enfant se tape. Je vous assure, c'est comme l'enfant se boxe. L'enfant se boxe. Il se casse le nez. Là, il s'est fait opérer des deux yeux, mais il a réussi à tellement se taper dessus que l'œil même s'est enflé. Ok, pour récapituler un tout petit peu, on était en train de parler des familles toxiques. Donc, on a essayé de décrire un peu le tableau de certaines familles par palier, c'est-à-dire que on a essayé de parler des parents, donc quel est le rôle, leur responsabilité par rapport à ça. Puis on a embrayé sur les enfants. Tout l'aspect manipulateur, tout ce qu'ils subissent. On a parlé aussi des frères et sœurs, l'architecture, la jalousie, etc. Tous les trucs de sorcellerie qu'il y a. Et on était en train de switcher un tout petit peu sur les oncles, les tantes, etc. Donc, vous l'aurez compris, c'est une gigantesque pieuvre où chacun essaie de tirer un peu parti du jeu. J'aimerais qu'on aborde une dernière petite partie qui me vient à l'esprit. Je m'en voudrais vraiment si j'oublie. Ok? C'est tout ce qui est lié aux belles familles. C'est-à-dire, je ne parle pas des relations de concubinage. Hein. Je parle vraiment lorsque des gens ont décidé de vivre ensemble de manière officielle. Donc là, on va toucher un peu les belles familles. Vous avez vu, avec tout ce que j'ai évoqué là, comment déjà dans nos propres familles, c'est compliqué. C'est compliqué de tirer la tête de l'eau, c'est compliqué de s'en sortir. Imaginez donc si à cela vous ajoutez donc d'autres personnes extérieures à votre vie, qui ont leur lot de malchance, de poisse, de sorcellerie, d'envie. C'est-à-dire que vous bagarrez déjà avec votre propre famille, vos propres frères, vos propres oncles sorciers. Et voilà que bim, vous devez encore devoir composer avec une belle famille. On va un peu toucher du doigt quelque chose. Et peut-être ce que je vais dire risque de choquer les gens, mais on s'en fout en spiritualité, on dit tout. Je voudrais, de par mes modestes 30 ans d'expérience en spiritualité, vous suggérer quelque chose fortement. Et là, je vais d'abord m'adresser aux hommes, puis je vais m'adresser aux femmes. Je commence par les hommes. Lorsque vous allez épouser ou fiancer une dame, vous allez devoir gérer deux choses. Votre famille à vous et la famille de la jeune fille. Comme on l'expliquait tantôt, il y a plein de choses qui vont tourner autour d'elle en termes de sorcellerie, de jalousie et tout ça. Et vous devrez la protéger. Idem pour vous. Et si vous voulez vraiment réussir
le challenge de vous en sortir dans votre couple, vous allez devoir vérifier un certain nombre de points. Le premier point, vous ne devez jamais, au grand jamais, permettre, autoriser, créer des conditions pour que vos sœurs, vos mères, vos frères parlent en mal de votre femme, de votre fiancé devant vous. Vous ne devez pas tolérer cela. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Si vous tolérez qu'on manque de respect, de considération à votre fiancé, à votre épouse, à votre femme, je sais trop rien, vous allez ouvrir la porte à une situation où elle sera, si c'est quelqu'un qui a un sang fort, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, vous l'avez exposée. Elle ne va pas se laisser faire et elle va être traitée de tous les noms, alors qu'elle essaye de protéger son foyer. Donc, tous les sorciers qui sont dans votre famille, là, vous devez dire stop. Ils doivent comprendre que s'ils doivent parler en bien ou en mal de votre épouse fiancée, ils doivent, c'est avec des pincettes. Deuxième des choses, vous ne devez en aucun cas faire en sorte que si on vous demande un service, vous le faites sans en parler à votre fiancé, à votre épouse. Il est même meilleur de dire « Allez voir mon épouse ». Je sais pas moi, peut-être quelqu'un vous demande, comme ils sont toujours en train d'accoucher là, genre, ta nièce a accouché, ta petite soeur a accouché, je sais pas trop quoi il faut cotiser et tout. Si vous êtes un homme droit dans ses bottes, allez demander à mon épouse, ou alors je vais voir avec mon épouse, je vous reviens. Vous devez lui donner le ministère de l'Intérieur de votre couple. Les gens doivent comprendre que même si c'est vous le chef de famille, rien ne se fait si madame n'est pas d'accord. C'est très très important. Si vous voulez éviter que votre couple soit parasité avec trop de toxicité et tout ça, ça c'est primordial. Et maintenant donc, je ne sais pas quel genre de gendre vous êtes ou vous serez. Si vous êtes dans une posture où vous avez une famille qui a la main beaucoup trop mise sur la fille et par ricochet vous vouloir contrôler votre couple, vous devez couper ça net. Pour une raison toute simple. Votre force et votre autorité en dépend, passe par là. Quel est cet homme qui ne peut pas me protéger de sa famille ou de la mienne, mais qui veut fonder quelque chose sur longtemps avec moi? Ça ne peut pas marcher. Donc, tout le monde doit savoir que vous devez être le boss de votre famille et vous devez enlever la notion de femme soumise. Pourquoi? Si vous êtes dans un couple où vous avez une notion de l'homme c'est le plus fort, la femme doit être soumise, etc., vous-même vous commencez à être le poison de ce couple-là, non. Vous ne devez pas avoir ou alors encourager des relations de subordonnés et de larbin. Ce n'est pas votre domestique. Vous devez avoir une relation de partenaire. Un peu comme dans un avion, un pilote et un copilote. Vous avez le commandant de bord, mais là son copilote. Et c'est comme ça que l'avion doit avancer. Parce que si vous diminuez l'aura, la nature, la force spirituelle que la femme a dans votre foyer, vous êtes un homme foutu. Vous êtes un homme foutu. Ne pensez pas, et puis même, je vais peut-être être dur dans ce que je dis. Quand une femme vous accepte dans son cœur, dans votre vie, ce n'est pas parce que vous êtes le plus beau. Ce n'est pas parce que vous êtes le plus beau. Ce n'est pas parce que vous êtes le plus charmant ou le plus riche. La femme s'en bat les couilles de si vous êtes riche ou pas. Ce qu'elle veut comprendre, savoir, c'est est-ce que dans la petite place qu'il y a dans mon cœur, là, le mec s'y est capable d'en prendre soin. C'est pour ça que parfois vous ne comprenez pas que les femmes aisées vont avec des hommes modestes. Parce que ce n'est pas ça qui compte. L'amour, ce n'est pas la certitude, c'est la cohérence.
S'il n'y a pas cette cohérence, là, il y aura un très très gros problème. Donc, et c'est l'homme qui fixe le cap. C'est-à-dire, je dis toujours que ce que tu acceptes, c'est ce que tu tolères. Donc, tu ne dois pas en tant qu'homme accepter qu'on parle n'importe comment à ta femme devant toi. Tu ne dois pas prêter le flanc à des commérages. D'ailleurs, j'ai vu ta femme à tel niveau, est-ce qu'elle t'a dit ceci? Dès que tu entends que j'ai vu ta femme, coupe court. Si tu es au courant, tu dis je suis au courant. Si tu n'es pas au courant, tu dis que je sais qu'elle est là. Et ça m'amène au deuxième point. Vous ne devez jamais exposer en public vos petits moments de friction. Parce que vous êtes des êtres humains, ça peut arriver. C'est-à-dire que devant les gens, vous devez faire front commun. Mais quand vous êtes ensemble, dans votre champ, dans votre espace d'intimité, là, vous pouvez tout déballer. Pas dans l'optique d'avoir raison ou tort, hein, mais dans l'optique d'apaiser et de trouver une solution pour que les mêmes circonstances n'aboutissent pas aux mêmes effets. J'insiste sur le fait au calme parce que on ne réprimande pas une femme ou son homme devant les enfants. Ça, c'est une situation de toxicité. Parce que vous apprenez aux enfants à vous manquer de respect à vous-même sans vous en rendre compte. Ils vont reproduire ces chemins-là. Ça, c'est d'un. Et de deux, vous ne devez pas... Le diable s'infiltre dans les fissures du mur, tel un lézard, tel un serpent. Donc, devant les gens, votre mur ne doit pas être lézardé, ne doit pas être fissuré. Donc, vous devez toujours afficher quelque chose de solide, de fort. Ok? Donc, c'est très très important si vous voulez éviter les situations toxiques. Donc, pour éviter que des gens ne se sentent obligés d'avoir un avis sur comment votre couple fonctionne. Toi, l'homme, tu dois stopper ça. Tu dis non. Je ne permets pas que vous parliez de telle chose. Je ne permets pas ceci, cela. Oui, je l'aime comme ça, etc., etc. Mais vous allez voir des hommes, eux-mêmes, c'est pas... Tout ce que tu fais à la maison, ils racontent. Tout ce que tu as dit, ils racontent. Tu as tes règles, tout le monde sait. Tu as eu un petit truc, tout le monde... Non, 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 non. Moi, je ne sais pas. Ça, c'est une toxicité à une autre part. Et puis, ça expose la femme. Et vous allez avoir des situations où, quand vous êtes là, tout le monde sourit. Dès que vous tournez le dos, tout le monde rit. Tout ça, c'est qui ça? Son mari ici, son mari est ça. Ou alors son homme est ceci, son homme est cela. Donc, dans les belles familles, c'est super, super important. Deuxième des choses, il ne faut pas accepter, homme comme femme, que du jour au lendemain, la maman du monsieur ou de la dame vient dormir à la maison, les frères se sont venus dormir sans prévenir, non. Je suis désolé, avec les êtres humains, ça ne marche pas comme ça. Vous pouvez recevoir vos beaux-parents et tout, oui, mais ça doit être quelque chose où on vous a demandé votre avis, où on vous a prévenu et où vous avez validé. Parce que vous n'allez pas toujours dans les conditions pour accueillir les gens. Les gens ne savent pas ce que vous vivez. Peut-être que vous avez des problèmes financiers, peut-être que le frigo n'est pas plein, j'en sais rien. Peut-être que vous n'avez même pas envie de voir des gens. Peut-être que... Et puis spirituellement, on ne donne pas accès à sa maison à n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand. Quelqu'un qui est spirituellement assis ne fait pas ce genre de bêtises. Donc, le fait de contrôler les visites de vos familles respectives ne fait pas de vous quelqu'un de mauvais. Ça fait de vous quelqu'un de prudent. L'homme prudent voit le mal de loin. Parce que parfois vos ennemis peuvent même passer par eux. Ils sont là comme des bombes humaines. On a déjà fini de les charger spirituellement, mystiquement. Et quand ils vous voient, ça se déverse. Et au-delà de ça, il faut une certaine éducation. Parce que, moi j'ai souvent vu des cas où la femme est étouffée dans son couple, ou le monsieur est étouffé dans son couple. Parce qu'il ne peut pas se tourner, il a déjà vu la cousine. Il sort le matin, il vient au travail, c'est déjà la tante. La mère est venue passer quelques semaines, le canapé est déjà en plein de leurs odeurs et tout ça. Ils sont toujours en train de critiquer votre nourriture. Non, 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 non. On n'évolue pas en spiritualité dans le désordre. Il faut structurer ça. C'est pour ça que je vais maintenant parler un peu du rôle que la femme doit jouer. Si vous voulez contrôler, vous les femmes, votre foyer,
Ça ne sert à rien de contrôler la belle famille. Ils sont dans leur rôle. Si vous avez la chance d'être dans une belle famille qui est vraiment belle, tant mieux pour vous. Mais c'est votre mari que vous devez contrôler, ou votre fiancé, ou votre conjoint. Et c'est lui qui doit faire le relais. C'est-à-dire que lorsque... Il y a des situations où on va vous provoquer expressément pour voir jusqu'où vous allez aller. Il y a quelqu'un débat, quelqu'un prend ceci. Moi, j'ai même souvent vu des cas où quelqu'un refait l'éducation de ton enfant devant toi. Genre, tu donnes un ordre, la belle-sœur donne l'ordre, l'enfant est là entre les deux, je ne sais pas quel sens se vouer, non. Ça, c'est hors de question. Et aussi, je sais que c'est interdit, mais il y en a qui jouent l'interdit. Vous ne devez jamais tolérer que une belle-sœur ou je ne sais pas trop quoi ait porté main sur votre enfant. C'est là que vous devez sortir le lion qui est en vous. Donc, voilà. Parce que, en tout cas, après chacun fait comme il veut. Hein. Mais de ma petite expérience avec tous les cas que j'ai déjà traités, tous les cas que j'ai déjà vus, tant que vous ne maîtrisez pas vraiment tous les contours de votre vie de couple, vous avez créé les conditions parfaites pour qu'il y ait un environnement hyper toxique là-dessus. Et autre chose, j'ai dit que le chez vous, ça doit être comme un sanctuaire. N'importe qui ne doit pas arriver n'importe comment. Et pire encore, la cuisine. C'est-à-dire que même si c'est votre soeur, même si c'est la soeur de votre mari qui vous sourit tout le temps, lorsqu'elle entre chez vous, ne faites pas comme nos amis européens que faites comme chez vous. Ça ne marche pas avec tout le monde. Donnez-lui un endroit où s'asseoir, proposez-lui à boire, proposez-lui une boisson rafraîchissante, etc. Ne lui dites pas, va dans la cuisine, va te servir et tout. Vous ne savez pas ce qui peut se passer dans la cuisine. Les histoires qui arrivent aux autres, ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Ça arrive aux autres juste à ce qu'ils se rendent compte que ça peut leur arriver. Donc, si vous voulez éviter certaines choses, ne le faites pas. Et aussi, vous devez inculquer à vos enfants le fait qu'ils doivent vous dire tout ce qu'ils font quand ils ne sont pas avec vous, quand ils sont ailleurs, chez des tantes, chez des sœurs, chez des machins. Ou même si vous êtes en instant de divorce, etc. C'est super important. En tout cas, c'est ce que je voulais vous préciser, que les belles familles, voilà un vecteur, si vous voulez avoir la WC. voilà un truc. Et puis, ne vous sentez pas obligé de faire des dons. On n'achète pas le respect ou l'amour dans une belle famille, zéro. Les gens vous respecteront quand vous allez mettre des limites et que vous allez veiller à ce que ces limites-là ne soient pas franchies. Donc voilà comment ça se passe. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui ne valorisent jamais leurs femmes, qui ne leur disent jamais qu'elles sont courageuses, qui ne les accompagnent jamais sur un projet? C'est-à-dire que quand elle a un projet, son problème c'est de casser. Oh, il y a trop de personnes qui font ça, ça va pas marcher. Tu crois que quoi? Oh, tous les gens qu'on a déjà vu là, non, ça peut pas réussir. Est-ce que tu as les compétences? On fait ça partout et tout. Vraiment, hein. Si moi je suis une femme et que j'ai toujours quelqu'un comme ça là, qui ne me valorise pas, qui me rabaisse, je vais comprendre que l'amour, ce n'est pas la certitude, c'est la cohérence. Je suis certain que je l'aime. Je suis certaine que je l'aime. Mais ce n'est pas trop cohérent par rapport à ces actes qu'il pose. Moi, je connais des hommes où il ne va... C'est-à-dire qu'il est limite en concurrence avec sa partenaire, c'est incroyable. Il ne peut pas t'accompagner sur un projet viable. Tu demandes même peut-être des sous, je ne sais pas trop quoi. Il te demande ce que tu vas faire avec. Déjà qu'elle ne doit pas arriver au point où elle demande. Mais si elle demande, vas-y quoi. Donc, tu veux faire quoi avec? Elle pousse la gentillesse et te dit, bah écoute, j'ai vu telle chose qui me plaisait, je vais le faire, ou alors j'ai vu tel projet. Il va te dire, mais tu t'es déjà amusé la semaine dernière, non?
Voilà, et ça crée. Après les gens vont se plaindre que les femmes ne sont pas fidèles. Ce n'est pas toujours volontaire. Donc, en tout cas, moi, ça me chagrine souvent quand je vois que des hommes ne comprennent pas la différence entre être un leader et être un bourreau. Le leader fixe le cap, il montre la voie, mais il laisse la femme piloter. C'est elle, le ministre de l'Intérieur, doit piloter ces choses. Elle s'en réfère à son conjoint, à son mari, à son partenaire pour une décision commune et vice-versa. Tout est dans le respect. Donc, quand on a donc bâti ces conditions-là, il est inadmissible que des gens de l'extérieur, sous prétexte de X ou Y raison, viennent piloter votre couple à distance. Et puis, il y a des hommes comme ça, hein, c'est-à-dire que tant que sa mère n'a pas validé, ou ses soeurs n'ont pas validé, ou son oncle n'a pas validé, ou le chef de famille n'a pas validé, il ne fait rien. Achetons une petite maison pour nous, pour nos enfants, il va d'abord référer à sa maman. Comme si quand il couche avec vous, il demande d'abord à sa maman. En tout cas, chacun fait sa vie comme il veut. Mais une femme, si vous constatez que vous n'êtes pas appuyé, vous n'êtes pas épaulé, vous n'êtes pas soutenu, défendu par votre conjoint, moi je vous conseillerais de revoir un peu la situation. Et puis, ne succombez pas dans le faux piège de la société du genre, parce que j'ai déjà 2 enfants, 3 enfants, je reste dans une prison dorée parce que sous prétexte des enfants, non. C'est que vous allez finir avec l'Alzheimer. Ça va vous broyer, cette situation-là. Donc, vous devez prendre les devants. Se dire que, donc, voilà. Parce que sinon, après, vous ne pourrez plus. Et aussi, si on veut creuser dans la toxicité, il faut éviter les hommes comme femmes, hein, des gens qui sont toujours hystériques pour rien, là. Ils n'ont jamais tort, ils ne reconnaissent jamais leurs efforts. Tout le monde leur veut toujours du mal. Lui, il n'a jamais rien fait. Ça, c'est trop toxique. C'est-à-dire que même quand vous avez des problèmes sociaux, il va toujours vous montrer que c'est vous le problème. C'est vous le problème. Si vous voyez quelqu'un qui est toujours comme ça avec vous, que c'est vous le problème. Et puis, dans des couples, quand il y a des moments de friction et tout ça, vous ne devez pas dormir en étant fâchés l'un de l'autre. Ce n'est pas des situations honnêtes, raisonnables. En tout cas, ce n'est pas une posture de grandeur pour vous deux. Parce que plus vous laissez du temps à ces émotions-là, plus les choses sont un peu plus compliquées pour vous. Je vais passer le micro, mais je vais citer sur un dernier point. La violence est interdite. C'est le levier par excellence de la toxicité dans un couple. Parce que ça commence toujours par une gifle. Et il va vous dire, vraiment, je ne sais pas ce qui m'a pris. Voilà, ça va plus se répéter. Deuxième fois, une gifle et un coup de poing. Il va vous dire, vraiment, j'avais promis, mais tu m'as mis à bout. Écoute, voilà. Troisième gifle, un coup de poing, un coup de tête. Il va vous dire que j'avais bu, etc. Et vous allez arriver au point où il ne va même plus se justifier parce que vous-même, dans votre subconscient, vous êtes terrorisé. Moi, je connais des couples où, quand le conjoint rentre, la femme commence à trembler en se demandant que est-ce que le pot de fleurs s'est bien mis, est-ce que c'est comme ça, que c'est encore dit et tout. Non. Vous ne devez pas avoir peur de votre conjoint. Si vous en arrivez à des situations où vous commencez à avoir peur de votre conjoint, soit vous quittez, soit vous essayez encore de voir si c'est possible de dialoguer pour résoudre ça. Sinon, un beau jour, vous allez vous réveiller à l'hôpital, on va vous demander quelle date nous sommes, vous allez dire qu'on est en 2013. Parce que il vous aura déjà formaté le cerveau avec les gifles. Donc voilà.
En tout cas, ça c'est ce que je voulais modestement discuter avec vous ce soir. Ok? Comprenez que votre vie est très très importante et que vous n'en avez qu'une seule, par cycle de réincarnation. Donc, essayez quand même de la vivre au mieux en vous entourant des bonnes personnes. Il y a des personnes qui se fabriquent, elles deviennent bonnes. Il y a des personnes qui ne vont jamais changer. Mais le but, c'est de savoir comment mettre les pieds dans une famille toxique. Si vous constatez qu'un frère est toujours en concurrence, toujours en envie, etc., la première des choses que vous devez faire, c'est commencer à ne plus lui raconter des projets, des choses importantes à venir. Commencez à éviter ça. Est-ce que vous avez déjà vu quelque part où une famille a érigé une statue à l'honneur de ses enfants, de quelqu'un de sa famille? En tout cas, moi, je n'ai jamais vu. Et c'est toujours les inconnus qui font des statues au nom de certaines personnes. C'est pour vous dire que votre bien, votre valeur ne sera beaucoup plus appréciée à sa juste valeur que par rapport aux gens de l'extérieur que ceux de l'intérieur même. Donc, c'est un peu ça. Vous lancez même un petit business où les gens de l'intérieur vous soutiennent en achetant, en partageant, en propulsant. Ce sont les premiers, après avoir saboté, qui vont vous demander des crédits, etc. Quand vous allez refuser, on va vous maudire pour rien. Donc, voilà. Et puis, les gars, vous ne devez pas être trop disponible. Vous ne devez pas être trop disponible dans n'importe quel type de relations humaines. Dès qu'il y a déjà 2 hommes quelque part, vous ne devez pas être trop disponible. Même au travail, faites votre boulot et tout. Vous ne devez pas être celui-là que quand on fait un after work, voilà, on part au restaurant, machin, on ne demande pas son avis parce que c'est ça qu'il va toujours accepter. Non. Parfois même pour rien, dit non. Caroline, est-ce qu'on peut aller prendre un café à la pause? Tu dis non. Et tu ne te justifies pas. Parce que se justifier va diminuer ton aura, ton charisme chez les gens. Là. Donc même pour rien comme ça, dis non. Il faut pas être trop disponible. Idem pour les familles, pour tout ça là. Vous ne devez pas être trop disponible. Pour la belle famille, c'est pire. C'est-à-dire que ça doit être exceptionnel. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi il faut pas être disponible? Ce n'est pas de la prétention, Ce n'est pas un ego de mesurer. Non. Vous ne devez pas être disponible sur 2 ou 3 points. Premièrement, vous allez éviter des situations où trop de familiarité entraîne le mépris, même si on est dans un espace familial. Vous ne devez pas être trop familier là. Vous ne devez pas. Vous devez être un peu rare. Et deuxième des choses, quand vous êtes, je ne vais pas dire pas très accessible, mais quand vous êtes pondéré dans vos sorties, vos interventions, votre façon de faire, les gens auront ils sont un peu plus enclins à prendre en considération ce que vous dites. Maintenant, donc, ça, quand vous faites comme vous voulez, il y a des gens, dès qu'on leur donne une bière, elles rient, elles s'oublient, elles commencent à débiter trop de choses dans le couple, etc. Non, on ne fait pas comme ça. Donc, vous ne devez pas être trop accessible là. En tout cas, voilà. Maître K, je voudrais qu'on aborde aussi la sorcellerie familiale dans le cas des familles toxiques, parce qu'on n'est pas vraiment parlé de ça. Exactement, je suis tout à fait, c'est vrai. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la sorcellerie dans le milieu familial va s'opérer à 3 niveaux. Parfois, c'est au niveau du vol d'étoiles, comme je disais. Il y a des parents qui vont prendre l'étoile de l'enfant le plus brillant pour redistribuer aux autres membres de la famille. La conséquence, c'est que l'enfant chez qui on a pompé l'aura
va avoir des difficultés terribles dans son existence. Ça, c'est le premier truc. La deuxième sorcellerie provient du fait de la jalousie. Il y a des parents qui sont même parfois jaloux de leurs enfants. Donc, moi, j'ai eu un cas où une sœur est venue me demander de basser sa sœur pour avoir le fiancé de sa sœur. En gros, c'était un expatrié, un Belge. Donc, il est venu en Côte d'Ivoire pour faire certains trucs au niveau du port. Et puis, il a flashé sur la sœur. Elle allait raconter à sa grande sœur. Elle a vu que ça allait beaucoup trop loin et elle a voulu tout gâter. Sauf que on l'avait peut-être mal renseigné. Je lui ai gentiment expliqué que je ne serais pas sur ce pôle-là. Maintenant, est-ce qu'elle a fait avec un autre maître spirituel? J'en sais rien. C'est pour vous dire que la sorcellerie se résume dans la famille à de l'envie. Il y a des choses que... En fait, quand un cousin, une cousine, une soeur a quelque chose et que le sorcier estime que cette personne n'est pas légitime d'avoir ce genre de choses, la sorcellerie commence. Après, ça dépend aussi de comment est le cœur de chacun. Il y a des familles où ce n'est pas très prononcé, c'est-à-dire que ça s'arrête à une jalousie basique. Les gens vont chuchoter de gauche à droite quand vous n'êtes pas là, mais ça s'arrête là. Ils ne vont pas vraiment trop pousser jusqu'à apprendre des choses de vous pour aller faire des pratiques mystiques, mais ça existe. C'est pour ça que j'insiste toujours pour dire que votre protection personnelle doit être très très forte, ainsi que sur vos enfants. Parce que le sorcier, s'il n'arrive pas à vous avoir, vous, il va passer par les enfants pour vous avoir. S'il n'arrive pas à passer par les enfants pour vous avoir, il va toucher les enfants juste pour vous voir pleurer gratuitement. C'est une satisfaction aussi pour lui. J'ai écouté le live et tout ce qu'on s'est dit. Moi, vraiment, j'ai toujours été le genre de personne que je n'ai pas trop le temps là de mettre les organes dans les affaires de la famille. Vraiment, je m'en fous. Mais je sais qu'il y a des gens, pour un rien, c'est toujours la sorcellerie, pour un rien, c'est la jalousie, les critiques. Moi, là, aïe, moi, je ne peux pas. Je pense que la vie est beaucoup trop courte et compliquée pour se focaliser sur ce genre de choses. Mais ce que je voulais vous demander par rapport au live, c'est une seule question seulement. Vous avez mentionné le fait que, bon, voilà, les gens font ce qu'ils font, la sorcellerie, la jalousie, tout. Il suffit seulement de se protéger. Comment savoir qu'on a une bonne protection quand on n'est pas initié? Tu sais qu'au moins que, bon, au moins je marche, je sais que leurs bêtises là, ça ne me touche pas. C'est une magnifique question. Mais je voudrais quand même préciser deux choses. Il n'y a pas de protection issue de la génération spontanée. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez une grosse étoile que de facto vous allez être ultra protégé. Ça ne marche pas comme ça. Donc, comment savoir que vous avez une bonne protection alors que vous n'avez pas fait vraiment des travaux chez quelqu'un qui connaît son travail? Parce que ça compte beaucoup. Vous ne pouvez pas savoir, c'est un leurre. Maintenant donc, une fois que cela est dit, lorsque vous tombez sur quelqu'un qui maîtrise son truc, c'est-à-dire qui sait vraiment, qui maîtrise la science et qui vous fait une protection, vous devez comprendre quelque chose, c'est que la protection n'empêche pas les attaques. Ça n'empêche pas que vous puissiez être attaqué. Par contre, ça va empêcher que toutes les attaques que vous allez subir n'aient d'incidence sur vous. Moi, je ne peux pas vous dire le nombre de fois que je suis attaqué, hein, même peut-être en ce moment aussi. Donc, aucune protection au monde n'empêche qu'on vous attaque. Quelqu'un vous dit ça, c'est du gros mensonge. Mais par contre, il y a des protections où peu importe ce que les gens font, vous êtes à l'abri. Donc, ça, c'est différent. Donc, il y a ça. Donc, maintenant, les bonnes protections vont dépendre de deux facteurs. La profondeur de la connaissance de la personne qui vous fait la protection et aussi la durée de cette protection-là. Il y a des protections qui durent à vie, mais qu'il faut quand même renouveler de temps en temps parce que ça va dépendre du nombre, de la fréquence auquel vous êtes soumis, des attaques, etc. Quelqu'un qui n'est pas trop attaqué, bon, ça peut aller. Mais une bonne protection en bonne et due forme, vous n'avez pas besoin de repartir toutes les 2 semaines chez quelqu'un.
Faut faire un check-up tous les 6 mois, c'est bon, hein, comme en médecine. Toujours très intéressant et très instructif. Moi, j'avais une question par Oui, rapport aux allez-y. enfants, en fait, des enfants D'accord. dans les familles. Oui, des enfants dans les familles qui sont souvent très tôt, en fait très jeunes, à leur jeune âge, ils expérimentent déjà l'abandon ou le décès des parents, soit de l'un, soit des deux parents. Et dans la famille, je vous assure, maître, quand ils sont souvent très stigmatisés. Ça veut dire que leur bêtise est toujours comme quelque chose de gravissime. C'est toujours quelque chose d'extrêmement grave pour la famille, alors que d'autres enfants dans la même famille peuvent faire les mêmes bêtises, mais c'est pas considéré comme ça. Ils ont l'impression qu'ils n'ont pas le droit à la parole. Ils ne peuvent pas parler comme les autres enfants dans la famille. Donc, ils sont toujours pointés du doigt. Tout ce qu'ils font est toujours, on va dire quoi? En fait, tout ce qu'ils font est toujours stigmatisé. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas dans ce qu'ils font. Que ce soit les tantes, que ce soit les oncles, en fait, ils sont considérés en fait comme des enfants problématiques. Ouais. Au point où souvent, ils sont jalousés même pour rien. Je veux dire, vous allez voir ces enfants, parfois, ils n'ont même pas le strict minimum. Mais dès qu'ils obtiennent un tout petit truc, directement, la famille se met à les jalouser, tout ça. C'est vrai. Et moi, j'en connais tellement, donc je voulais savoir qui sont ces enfants et pourquoi ils sont autant stigmatisés dans les familles. Et pourquoi est-ce qu'ils, très tôt, à leur jeune âge, expérimentent déjà l'abandon des parents ou alors le décès des parents. Oui. Pour une raison simple, hein. Il y a parfois, c'est aussi du karma, pour épurer aussi un peu un karma par rapport à une vie qui n'était pas très très bonne ailleurs. Parfois, ça se transforme en maladie. Les gens sont beaucoup malades, les enfants sont beaucoup malades, et vous allez vous demander ce que ce bébé a bien pu faire. Parfois, c'est dans des situations comme ça. Mais ce qui est bien, c'est que quand cette période passe, généralement, ce sont les périodes de multiples de 4 ou de 2. Quand ces choses-là passent, bon, généralement, quand même, ils retrouvent quand même une étoile assez bien. Mais ça se fait pas seul. Ils ont souvent besoin d'être encadrés et tout. C'est en ça que la protection compte. Mais le deuil, la souffrance, le rejet et tout ça, ils en ont besoin pour pouvoir se poser les bonnes questions. Parce que remarquez, ce sont les gens qui prient beaucoup. Mais malgré ces prières, la vie ne s'arrange pas comme ils voudraient. Donc ce sont aussi des mécanismes qui sont utilisés pour qu'ils puissent se remettre en question et commencer à trouver les vérités de cette vie-ci et comment faire pour les exploiter. Donc il y a un peu un mix des deux. Hein. Donc, vous savez, Dieu ne fait pas d'erreur. Hein. Dieu ne fait pas d'erreur. Chacun a ce qu'il mérite. Le problème, c'est de comprendre comment utiliser cette expérience-là et pourquoi elle est arrivée. Voilà. Et depuis 2 ans, l'enfant a des manifestations. L'enfant se tape. Je vous assure, c'est comme... L'enfant se boxe. L'enfant se boxe. Il se casse le nez. Là, il s'est fait opérer des 2 yeux, mais il a réussi à tellement se taper dessus que l'œil même est enflé comme si c'était un autre adulte en face qui le tapait, quoi. Est-ce qu'il a des marques de griffures sur le corps? Non. Et il me dit, Tata, mais la voix me dit de me taper encore de plus en plus fort, mais c'est la voix qui me dérange, Tata. Donc ils l'ont mis en psychiatrie 2 jours et 2 fois il revient à la maison. L'enfant est épuisé. Ouais. On lui donne des médicaments pour l'apaiser. La science, quoi. Voilà. Moi, est-ce qu'il faut pas faire des bains? Parce que si en Europe ici ils vont faire que lui donner des médicaments, mais là on dirait que c'est spirituel. C'est ce que je voulais dire, que c'est une catastrophe souvent de marteler le médicament. On ne peut pas soigner le corps physique alors que c'est quelque chose de... Bon, malheureusement, vous n'êtes pas... Je vais vous demander de vérifier quelque chose. Hein. Et vous me contacterez à 9 si c'est par rapport à ce que vous allez faire. Vous êtes en contact avec l'enfant ou pas? Oui, je peux. C'est une amie proche. Bon, en tout cas, vous allez lui dire après, chacun fait comme il veut. Vous allez lui demander de prendre du sel. Hein. Elle va, quand l'enfant est endormi, pas quand il est éveillé, quand l'enfant est endormi, donc sur le lit, elle va tracer un cercle avec le sel tout autour de son lit. Il ne faut pas que le sel soit interrompu, ok?
Donc, elle va tracer le sel tout autour du lit où l'enfant dort. Et puis, elle va mettre du sel dans les 4 coins de la chambre du petit. D'accord. Si le petit se lève et qu'il traverse le sel sans problème et tout ça, et qu'il sort, et que ces trucs-là recommencent à se manifester en dehors du sel, revenez me le dire. C'est tout ce que j'ai envie de savoir pour l'instant. Parce que là, ce n'est pas une histoire, bon, disons-le, hein, c'est de la possession. Donc, ce qu'on va faire, c'est pour voir quel est le degré d'emprise de ce truc ou de ces trucs, parce que ça dépend, parfois il y en sont plusieurs sur ça. Et en fonction de comment ça va se comporter et tout. Parce que si c'est en principe, il ne doit pas pouvoir se manifester dans le truc de protection s'il est bien fait, mais plutôt à l'extérieur. Là, ça voudrait clairement dire que on n'est pas dans un truc où l'enfant est en train d'halluciner. Voilà. Moi, je vous conseillerais d'acheter des draps complètement rouges. Genre, le drap rouge, tout rouge, habillez même l'enfant en rouge si possible. Vous faites le cercle de protection là-dessus et sur les 4 coins de la chambre. Après, on va un peu voir l'histoire là. En tout cas, je préfère m'arrêter là. Mais faites-le et après, soit vous, soit la personne, on pourra voir comment aider la personne là. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une très très bonne, un très très bon début de semaine. Donc, prenez soin de vous. Et demandez toujours la santé dans toutes choses, hein, c'est très important.